Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct sur Paris-Normandie, le site, la page Facebook, en direct également avec Radio Sensation et ses auditeurs qu'on a plaisir à retrouver, en partenariat également avec Radio Horizon et ses auditeurs, avec en plateau Thomas Dubois. Bonjour Sylvain, Thomas. Ça va? Avec également Frédéric Borguino. Bonjour Frédéric. Sylvain. Et puis avec notre invité du jour, notre invité plateau fil rouge, c'est maître Aline Hussenet, huissier de justice. Pourquoi me direz-vous un huissier de justice qui va nous accompagner jusqu'à 13h? Eh bien, vous allez voir, en rapport avec cette crise du Covid, la crise sanitaire, les mesures de protection, surtout dans les entreprises, il y a beaucoup de choses à dire et il y a du travail pour les huissiers de justice. On vous dit tout juste après ce petit générique. Alors, justement, rentrons dans le vif du sujet avec notre invité du jour, avec Aline Hussenet. Alors, je faisais un peu de teasing là juste avant le mini-générique. Dites-nous pourquoi il y a du travail aujourd'hui pour les huissiers de justice en rapport avec la crise du Covid. Bien sûr. Alors, il faut savoir que l'huissier de justice, l'une de ses activités monopolistiques, c'est le constat d'huissier. Le constat qui va permettre à tout justiciable de se constituer une preuve juridique avec force probante importante. Et dans la crise du Covid, beaucoup de chefs d'entreprise, après avoir mis en place toutes les dispositions conformément aux consignes gouvernementales, ont souhaité faire venir un huissier de justice pour faire constater qu'ils avaient bien rempli toutes les consignes. Et nous, en tant qu'huissier, on se déplace dans l'entreprise, on va faire le tour des locaux, on va faire le tour des documents également sociaux qui doivent être mis à jour, notamment le document unique, et on va relater toutes nos constatations dans un procès-verbal. Et en cas de litige, eh bien... Parce qu'on suppose qu'il peut y en avoir. Il peut y en avoir, tant de la part des salariés, ou même par exemple, j'ai fait beaucoup de constats dans des grandes surfaces, les clients qui exigent ou qui estiment que les consignes sanitaires ne sont pas remplies. Et donc le procès-verbal permet de s'armer contre d'éventuels contentieux. Et de se protéger, ouais. Et de se protéger, voilà. Ouais. Sauvegarder et protéger les intérêts par le constat d'huissier. Et est-ce qu'un constat peut se retourner contre la personne qui vous a mandaté si vous constatez des manquements de sa part? Eh bien oui, complètement. Là, c'est l'arroseur arrosé. Eh bien voilà, alors je dis le chef d'entreprise parce que bien souvent l'initiative a été à l'origine du chef d'entreprise. J'ai envie de dire qu'il a intérêt à être conforme avant que l'huissier passe. Justement. Pardon, vous avez constaté justement parfois il vous est arrivé de faire remonter des manquements? Non, après il est aussi de notre devoir en tant qu'huissier, préalablement au déplacement sur place, de faire un petit compte rendu des mesures qui ont été en place et peut-être d'orienter le chef d'entreprise, peut-être devriez-vous avant... ma venue, remplir un peu mieux vos dispositifs pour vraiment être optimal. Et alors, il faut savoir que notre Chambre nationale a mis en place un dispositif qui s'appelle Légalpreuve, légalpreuve.fr. Une fois que l'huissier passe sur place, dresse le procès-verbal de constat, on délivre un petit macaron que le chef d'entreprise, le commerçant ou tout autre professionnel peut placarder donc, sur sa vitrine et montrer à ses clients, à ses salariés que l'huissier est passé, que constatations ont été faites et que les consignes sont respectées. Voilà. C'est intéressant, moi j'aurais 1000 questions à vous poser, mais... Ah ben on a une heure ensemble. Non, oui, tout à fait. On aura d'autres. Alors, Ouais, on aura d'autres 1997. invités quand même. Hein. Je vous les donne. Je vous donne 2-3 idées. On va passer par Madrid. On sera en direct de Madrid. On va parler de dons de sang. On a eu pas mal de questions d'ailleurs les semaines dernières sur les dons de sang. On va vous parler de construction aéronautique. On va aller chez Revima, une très belle entreprise qui est à Côte-Bec-en-Caux, qui révise les trains d'atterrissage des avions. On sera avec son directeur général. On ira visiter un jardin. Et puis dans une dizaine de minutes, on sera également avec Natacha Polony, la rédactrice en chef du journal, du magazine hebdomadaire Marianne. Alors je reviens à Frédéric. Non, je disais, ce qui me surprend, c'est qu'on a envie de vous parler, et généralement, les huissiers, on n'a pas trop envie de les rencontrer parce que vous êtes plutôt avenante, j'ai l'impression, et souriante. Est-ce que vous souffrez de cette image qu'ont les huissiers quand vous vous présentez à quelqu'un, vous dites je suis huissier de justice, plutôt dans votre vie hors travail à ce moment-là? Ah, voyez Aline, on n'y échappe pas à ces fameuses questions, elles reviennent toujours. Voilà, le gros stéréotype qui On relance
lance avait parlé notre parce que vous étiez venu en émission, plateau voilà, sur la ces féminisation professions des qui se professions du féminisent. droit. Oui. Exactement. Et bien non, j'en souffre pas du tout. Et au contraire, je prends un grand plaisir à démonter tous ces stéréotypes. Justement, la féminisation des professions du droit et plus particulièrement celle de l'huissier de justice, je pense, est un réel atout pour la profession. Je ne dirais pas que j'ai d'autres plus par rapport à mes confrères hommes, mais c'est une autre approche. Puis après, c'est propre à la personne aussi, même de l'huissier. Peut-être que des consoeurs femmes sont beaucoup moins... voilà. Mais je pense que la profession est avant tout humaine, et donc si on n'aborde pas la profession avec humanité, donc forcément en étant avenante et en allant vers les gens, ça ne peut pas fonctionner. Alors, cela dit, ne vous y trompez pas, Frédéric. Sous un air peut-être avenant, Aline Husnet sait aussi connaître la fermeté. Hein, voilà, parce qu'il en faut. ça. Il en faut. Voilà, il en faut forcément. Si on veut faire, il faut faire preuve d'autorité parfois. Vous avez eu affaire à elle, peut-être. Non, j'ai eu affaire à Aline Husnet uniquement en plateau, donc ça s'est bien passé. On imagine que je sais pas, votre activité que vous nous décriviez là, elle s'est vraiment concentrée justement ces derniers temps sur ces constatations du Covid. Est-ce qu'elle redémarre aujourd'hui, on va dire un peu plus normalement Alors, l'activité des huissiers a été fortement impactée parce qu'elle est étroitement liée à celle des tribunaux, et les tribunaux ayant été quasiment à l'arrêt pendant 2 mois, forcément, on a été impacté également, même quasiment à l'arrêt. Là, il y a une reprise très lente, très progressive, mais qui, depuis début juin, on ressent le regain quand même d'activité, notamment par les constats qu'on qualifie Covid. Vous répondez d'ailleurs à la question de Mathieu qui nous suit, qui nous demande si effectivement ça repart. Et il a ajouté d'ailleurs un petit mot assez sympa, il dit « J'adore Aline ». Vous voyez, donc voilà, Mathieu, votre oui. image Mais satisfait oui. Mathieu. Mathieu, mais qui est un ami, je crois, et qui est un Ah bon fidèle... Ah non, c'est un fidèle, oui. C'est un ami de fidèle l'émission, parce qu'effectivement, Voilà. c'est un des fidèles, parmi les fidèles, qui Voilà. nous suit tous les jours. Ouais. Oui. Alors, parmi mes 1000 questions, est-ce qu'on peut tout constater ? Est-ce que si je vous demande d'aller constater un adultère ou autre chose, vous pouvez faire ça ? Totalement. Et quels sont vos moyens pour le faire ? Est-ce que vous pouvez rentrer dans une chambre d'hôtel ? Alors, on peut tout constater, mais bien évidemment dans certaines limites. On peut tout constater on peut agir librement dès lors qu'on est dans le lieu privé. Si c'est le requérant, si on doit se rendre au domicile de la personne qui nous demande le constat, il n'y a aucune difficulté. Par contre, je ne peux pas aller faire des constatations chez un tiers si je ne suis pas munie d'une décision de justice, à moins que le tiers m'en donne l'autorisation. Pour le constat d'adultère, je ne peux pas me rendre dans la chambre d'hôtel établissement tiers sans être autorisé par une décision de justice. Donc on peut tout constater, mais des fois on est obligé d'avoir une décision du juge pour pouvoir faire telle ou telle constatation. Et quelle est la chose la plus folle que vous ayez constatée jusqu'ici ? Ouh là 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 Ou là, la plus farfelue, on va dire. Alors, la plus farfelue... Des anecdotes. En fait, il veut des anecdotes, ouais. Frédéric. Alors, farfelue, je ne sais Si. pas, mais une qui m'a beaucoup marquée, c'était pendant la période Lubrizol. Tiens, on avait justement une question qui nous était posée sur Lubrizol, ça tombe bien. Sous l'impulsion d'une avocate rouennaise, Salia Blalouz, avait été prélevé du lait maternel au CHU de Rouen pour les faire tester. Et du coup, j'avais constaté toutes les opérations de prélèvement de lait maternel au sein du CHU lors de la période Lubrizol. Donc ça, c'était assez marquant. J'ai fait également des constatations d'analyse de prélèvement d'urine. Donc ça, c'était à la demande d'un parti politique écologiste qui, par rapport au glyphosate, qui avait voulu faire des analyses sur le glyphosate, mais pour que le prélèvement soit conforme, il fallait s'armer d'un constat d'huissier. Arnaud qui nous suit nous dit évidemment le constat d'huissier, il le formule en termes de questions, moi je le remets en termes d'affirmation. Le constat d'huissier bien sûr présente un avantage parmi d'autres qui est la datation, c'est-à-dire qu'on grave dans le marbre un jour, un horaire, minute, seconde, et ça c'est important juridiquement. Juridiquement c'est ça. Le constat en fait on peut le qualifier, c'est une photographie. Et on fait des photographies lors des constatations, mais c'est vraiment une photo de l'instant T à un moment donné. Voilà. J'en profite pour saluer Béatrice et Françoise aussi qui nous ont fait un petit coucou. Eh bien, bonjour à eux. Thomas. Est-ce qu'on peut supposer là, que vous allez être amené à intervenir dans les bars, les restaurants, les commerces aujourd'hui qui rouvrent totalement ?
C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Alors pour les bars-restaurants, je n'ai pas eu encore de demande, en toute honnêteté, mais effectivement, le commerçant peut très bien faire appel à un huissier pour, comme je vous l'ai dit, apposer, se faire délivrer son petit macaron légal preuve et montrer à ses clients qu'il a bien respecté les consignes sanitaires avant la réouverture. On va continuer, Aline, jusqu'à 13h à discuter de toutes ces questions qui sont intéressantes, qui nous passionnent. Et comme dit Frédéric Borghino, il y a, c'est vrai, 1000 questions. Mais pour l'instant, en un claquement de doigts, on va se retrouver à Madrid avec Béatrice. On aime bien, dans Lignes ouvertes, parcourir la planète. Nous n'étions pas encore allés en Espagne. Nous étions allés au Portugal. Et bien là, nous sommes dans la péninsule ibérique à nouveau. Et tu sais que c'est important de parler de l'Espagne parce que vous avez été très touché par cette crise du coronavirus. Bonjour Béatrice, merci de nous rejoindre. Béatrice, elle vit dans la banlieue de Madrid depuis de longues années. Comment ça se passe le déconfinement chez vous? Est-ce que les Espagnols sont fidèles à leur réputation? Fidèles à leur réputation, je crois que oui. Les Espagnols, vous savez, ils vivent énormément à l'extérieur. Ils adorent fréquenter les bars et les restaurants. Ils font une vie extérieure très importante et ça a été extrêmement difficile pour eux, ce confinement. Depuis quelques jours, je dirais depuis plus d'une semaine, nous avons commencé le déconfinement et disons qu'on a tendance à ne pas trop respecter les normes. Quelles sont les consignes justement? Est-ce qu'on vous demande toujours d'être très attentif, d'être très rigoureux sur les mesures de distanciation? Oh, bien sûr, ouais. Le gouvernement fait de nombreux appels pour être très sérieux parce qu'il y a danger on dit repunte en espagnol. Je ne me souviens pas du mot en français. On pourrait retomber dans la maladie, disons. C'est très important de respecter les normes. Nous avons l'obligation de porter les masques. Mais en fait, une fois dans la rue, hier par exemple, j'étais au centre-ville. Il y avait une terrasse qui était absolument remplie de gens et qui avait tendance à oublier les précautions. Oui. Frédéric, peut-être? Alors, j'ai plein de questions sérieuses à vous poser, mais juste avant, est-ce que ce sont des cigales qu'on entend derrière vous? Non. Non, oui. d'accord. On entend un petit grésillement. On entend un petit grésillement. Voilà, non mais Frédéric Borghino aurait voulu être charmé tout de suite par la Méditerranée et tous ses attributs. Alors, une question sérieuse quand même. Non, je voulais savoir, est-ce que vous aviez eu peur durant cette période d'être en Espagne, d'être peut-être loin de votre pays d'origine? Est-ce que le fait d'être expatrié, c'est... J'ai senti un peu de panique à l'idée de ne pas pouvoir retourner voir ma famille parce qu'en fait, il y a des cas, il peut se présenter un cas urgent. Concrètement, j'ai une sœur qui n'est pas très bien. Et j'avais très peur qu'il se passe quelque chose parce que on ne pouvait absolument pas sortir de chez moi, même non seulement d'Espagne, sinon de chez nous. Et j'étais très tendue, oui. Je suis toujours tendue parce que j'essaie de maintenir des liens serrés avec ma famille et c'est difficile actuellement. Ça fait 88 jours ou 89 jours que nous sommes confinés. À Madrid, ça a été extrêmement dur parce que c'est le centre de l'épidémie. Hein. Et donc, nous ne pouvons pas voyager ni par terre, ni par mer, ni par... C'est terrible. Et justement, oui. vous en... Ma famille est à l'extérieur. On en est où en Espagne justement sur la circulation aujourd'hui? Vous pouvez circuler librement? À Madrid, librement, pas encore. Nous pouvons seulement circuler dans la même province, sans sortir de la région. D'accord, Je n'ai pu voir mon fils qu'une seule fois en 86 jours. Ah oui, d'accord. Il habite Madrid. Moi, j'ai une question à la citoyenne que vous êtes, alors bon, expatriée, française, mais quand même vivant dans ce pays et faisant corps avec la citoyenneté espagnole. Quel est votre regard sur la manière dont le gouvernement espagnol a géré cette crise? Est-ce que vous avez un avis?
c'est un peu difficile d'avoir une opinion parce que je pense que nous avons été surpris par l'ampleur de l'épidémie. Le gouvernement n'a pas pu, nous n'avons pas pu, disons, j'oublie là, j'oublie mes mots en français. Mais parce que ce sont les mots espagnols qui vous viennent d'ailleurs peut-être spontanément. Oui. Et on parle Je pense que nous avons été extrêmement surpris de la gravité et de l'ampleur de l'épidémie et nous n'avions pas de moyens au début. Nous n'avions pas, je pense qu'il n'y avait pas de moyens, pas de masques, pas de matériel, rien. Nous avons appris ce qui se passait à Milan. Et nous pensions que ça ne pouvait pas arriver en fait en Espagne. Question, Frédéric? C'est arrivé extrêmement vite, extrêmement rapidement, beaucoup plus tôt que nous ne pensions. Et en fait, nous n'étions pas prévenus, disons. En France, on parle beaucoup du monde d'après maintenant, une société qui doit changer. Est-ce que la société espagnole, vous sentez qu'elle a été durablement marquée par cette épreuve? Oui, nous avons été très marqués et je pense que... Enfin, je crois que l'avenir, pour l'instant, est assez incertain. C'est très difficile à voir, comme nous allons avoir une crise économique très importante, je crois. C'est ce qu'on essaie de nous préparer aux effets de la crise économique, des conséquences de cette maladie, de cette épidémie. Et il y a un certain pessimisme, c'est sûr, dans la société. Oui. C'est intéressant. Nous avons un peu peur. C'est intéressant de faire ce tour du monde, je trouve, dans cette émission, Sylvain, parce que on se rend compte que finalement tous les pays ont vécu les mêmes problématiques, en fait. Le manque de matériel, l'anticipation, le fait de croire que ça va jamais arriver chez nous. Finalement, tout le monde a vécu la même chose. Et finalement, dans ce drame, c'est peut-être quelque chose qui nous lie aussi, ce drame. Moi, j'aurais peut-être une dernière question, je ne sais pas pour Béatrice, question, avant de vous libérer, mais je crois savoir, on nous a dit que vous étiez une fan du Real Madrid. Est-ce que le football manque actuellement en Espagne? Ah oui, énormément. Le football est une grande partie de la vie publique en Espagne. C'est un phénomène quelquefois qui étonne à l'extérieur, qui étonne à l'étranger, mais disons que les fans du Real Madrid ou du Barcelone manquent de l'arrêt qu'il y a eu dans les matchs de foot. Et ça aussi, on n'est pas très préparé, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça manque énormément parce que les gens qui sont passionnés de foot donnent énormément d'importance à ces choses-là. Les Espagnols vivent absolument à l'extérieur. Disons que la vie publique, le foot, tout ça, c'est une partie absolument importante de notre vie quotidienne. Ça me fait penser, vous parliez de Barcelone, est-ce que durant cette crise, la rupture entre la Catalogne et le reste de l'Espagne s'est un petit peu effacée durant cette crise? Oui, je pense que c'est passé sur un second plan. Mais chaque fois qu'il y a une décision à prendre du point de vue politique, il y a toujours la réticence, les Catalans, il y a toujours cette réticence importante. Béatrice, Nous ne savons pas très bien comment ça va se passer. Béatrice, nos spectateurs vous posent des questions. Oui. On nous demande si vous avez été touchée par la maladie, par le virus. Moi, personnellement, oui. Non, pas du tout. Pas du tout, très bien. J'ai beaucoup de précautions. J'ai pris énormément de précautions. Je fais peut-être partie des gens, vous savez, qui n'ont pas de symptômes. Oui, vous êtes peut-être asymptomatique. Oui, au mois de février, j'ai assez voyagé. J'étais même en France. J'ai pris des avions, j'ai pris le train. J'étais dans des salles d'attente. J'ai pris le tramway. Et puis, je pense que j'étais assez exposée. Très bien, merci beaucoup, Béatrice. On s'aperçoit d'ailleurs derrière vous, si on en juge par le contre-jour dans lequel vous êtes, qu'il fait beau à Madrid aujourd'hui. Oui, il a fait meilleur hier, il y a des nuages aujourd'hui, mais nous sommes en été. Eh bien, très bien, bravo. Très bel été à vous, Béatrice, en Espagne. Merci, Béatrice, à bientôt. Et on espère que les touristes vont revenir nombreux et qu'ils vont pouvoir le faire. Et Sigel.
Et les cigales, alors les cigales pour Frédéric Bourguignot. Le temps qu'on établisse le contact avec Natacha Polony, rédactrice en chef, entre autres choses, rédactrice en chef de l'hebdomadaire Marianne. Il y avait une question pour vous, Aline. On nous posait une question à l'origine de nos spectateurs. Comment ça se passe pour les loyers? On sait que pour les professionnels, il y a eu des différés de loyers possibles, mais alors pour le particulier, par exemple, qui n'a pas payé son loyer, est-ce que derrière, ça déclenche ou ça peut déclencher des constats d'huissier? Alors, le non-paiement des loyers, alors ça ne va pas être un constat d'huissier, mais ça peut déclencher effectivement un début de procédure. J'ai remarqué que post-Covid, effectivement, beaucoup de propriétaires, là en ce moment, m'appellent pour des loyers impayés sur la tranche février-mai. Peut-être que les gens aussi se sont dit... On va peut-être profiter un petit peu de cette période de crise pour nous décharger de certaines charges, dont le loyer. Malheureusement, pour les particuliers, aucun dispositif de faveur n'a été mis en place par le gouvernement. Et effectivement, le non-paiement des loyers peut générer un début de procédure en ce moment. Non, je voulais parler des preuves. Est-ce que vous êtes obligé de constater quelque chose ou si on vous apporte une photo, vous pouvez l'authentifier Alors, votre question est très intéressante. Bon, ça sent le besoin personnel, ça. Votre question est très intéressante parce que bien souvent on nous la pose et non, on ne peut pas authentifier une photographie d'un tiers. D'où l'intérêt du constat d'huissier, c'est que l'huissier constate par lui-même et vraiment, je reprends les dires de cette personne qui est intervenue sur la datation en fait de l'acte. C'est notre intérêt, c'est de pouvoir acter les choses dans le temps à un moment donné. Donc l'huissier va se déplacer, va prendre des photographies de telles choses à constater et c'est là tout l'apport. Donc authentifier une photographie d'un tiers ne rentre pas dans la mission du constat d'huissier. Le genre de lignes ouvertes, vous le savez, qui nous suivez régulièrement, eh bien, c'est passé régulièrement d'un sujet à un autre. Et là, c'est la presse quotidienne régionale qui va rencontrer la presse magazine hebdomadaire avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on est ravis. Vous étiez déjà intervenu dans Lignes ouvertes. On est ravis de vous voir revenir. Moi, je me demande d'ailleurs si vous ne pourriez pas revenir d'ailleurs chaque semaine, juste avant la sortie de Marianne, puisque Marianne sort le vendredi. Et que voilà, et qu'on va vous demander, ça nous intéresse, qu'est-ce que vous traitez dans Marianne demain. Mais juste avant, moi je voudrais poser une question de lancement. Au cours de ce déconfinement, de très très nombreuses questions se posent, qui font débat, notamment dans les médias. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous paraît le plus saillant au moment où on se parle ? Pour moi, le plus saillant, c'est avant tout ce qui va concerner la crise économique à venir. C'est-à-dire qu'on sait que des petites entreprises vont rester sur le carreau, on sait que des gens vont souffrir. La question, c'est de savoir si les plans qui sont mis en place actuellement et le futur plan de relance de la France va profiter aux petits et pas seulement aux gros, comme c'est en général le cas. Or, pour l'instant, hélas, je suis assez pessimiste, c'est-à-dire que tout dans cette crise du début à la fin a en fait profité à ceux qui justement étaient ceux dont on se disait au début de cette crise, mais enfin on voit bien que leur modèle est arrivé au bout. Et les petits entrepreneurs, les petits indépendants, les filières locales, les filières qui permettent justement de contrer ce modèle délirant du libre-échange, de la division mondiale du travail, eh bien tous ceux-là sont ceux qui vont souffrir le plus. Ce sont ceux qui peinent à aujourd'hui obtenir de réelles aides. À chaque fois, il y a une case qu'ils ne cochent pas et qui fait qu'ils n'ont pas droit aux aides. Les banques ne jouent pas suffisamment leur rôle. Donc je pense que c'est tout ça qu'il va falloir regarder parce que les dégâts, on ne les voit pas encore maintenant. On va les voir surtout cet automne. Juste avant de passer la parole à mes collègues sur le plateau qui ont, comme dit Frédéric Bourguignot, 1000 questions à poser, une question d'un internaute qui nous suit et qui nous demande, à votre avis, les journalistes sont beaucoup mis en cause depuis un moment dans ce pays et puis un peu partout, à votre avis, est-ce que les journalistes globalement ont bien couvert cette crise ? C'est-à-dire, la question est très large. Complexe, elle est très large. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un travail quotidien du journalisme qui est bon,
C'est-à-dire qu'ils ont fait leur travail, ils sont allés enquêter, ils sont allés regarder, par exemple, pourquoi on manquait de masques, par exemple, comment se passaient les choses dans les hôpitaux, comment étaient traités les soignants, ils sont allés voir les caissières. Donc le travail quotidien est bien fait. Ce n'est pas le problème. Le problème dont nous souffrons actuellement dans le journalisme, c'est la question, j'allais dire, du pas de côté, de la capacité ensuite, en plus de ce travail-là, à réinscrire tout ça dans un contexte plus large, à réfléchir au long terme, c'est-à-dire à voir en quoi une crise peut être la conséquence de choses beaucoup plus profondes, et le long terme à venir, c'est-à-dire comment on envisage les choses. Un simple exemple. Vous voyez, quand on se demande, mais est-ce qu'il faut judiciariser, par exemple, la question de la gestion de la crise? Est-ce qu'il faut faire des procès pour essayer de savoir si la crise a été bien gérée par le gouvernement? Je pense qu'en fait, typiquement, c'est le genre de choses où on va en débattre sur les plateaux des chaînes d'infos continues, etc. Sauf que c'est quelque chose d'extrêmement ponctuel qui fait qu'on va débattre et redébattre encore de la pénurie de masques, des décisions ont été prises, mais du coup ça nous empêche de poser la question à long terme, qui est la question de savoir si l'ensemble de notre modèle économique, social, politique avait anticipé une crise. Quand on a un modèle qui est fondé sur le court terme, les flux tendus, la délocalisation totale, l'extension des chaînes de valeur, eh bien ça nous empêche de réagir et de traiter correctement une crise comme celle-là. Vous voulez dire que ça nous renvoie finalement à un reproche qui est très régulièrement fait aux politiques qui nous dirigent, c'est-à-dire cette fameuse gestion du temps court sans aller vers la gestion du temps long. Thomas. Qui est un reproche qui est fait aussi à notre profession. Est-ce qu'elle aussi, cette profession de journaliste, elle doit se réinventer à l'aune de cette crise, selon vous ? Je crois que ce n'est pas seulement à l'aune de cette crise, c'est à l'aune surtout de la crise de confiance entre les citoyens et les journalistes. C'est quand même, ça fait plusieurs années qu'on voit monter une défiance qui est une défiance extrêmement dangereuse parce que les médias sont une des institutions essentielles en démocratie. C'est-à-dire que c'est un des éléments de notre rôle à nous, c'est d'apporter, de donner à penser aux citoyens pour qu'ils puissent exercer pleinement, en pleine conscience, leur rôle de citoyen. Donc s'il n'y a pas cette confiance-là, c'est dramatique pour tout le monde. Donc de toute façon, nous sommes obligés de nous demander comment on en est arrivé là. Je crois que renvoyer la responsabilité à des courants populistes ou quoi, c'est un peu court. Nous, qu'est-ce que nous avons à faire dans notre pratique et quelles sont les contraintes économiques aussi dont souffrent les journalistes qui font que leur métier et là aussi, cantonné au court terme, comment on peut lutter contre ça? C'est toutes ces questions-là qu'il faut poser. En parlant de défiance, alors c'est pas contre vous, mais est-ce que les éditorialistes n'ont pas une responsabilité dans cette défiance, c'est-à-dire des journalistes qui proposent un point de vue qu'on peut voir sur les chaînes de télé en continu et qui sont parfois clivants et pas très objectifs? De toute façon, les éditorialistes, ça a toujours existé. C'est une des dimensions du métier de journaliste. Il y a toujours eu des éditorialistes depuis le début de la presse. Simplement, le problème est de savoir d'abord si l'éditorial doit prendre toute la place, et ça c'est la question du modèle des chaînes d'infos continues qui ont utilisé des éditorialistes parce que ça coûte pas cher de mettre 4 personnes autour d'un plateau pour discuter, et que ça coûte nettement moins cher que de faire de l'enquête, voilà. Et puis il y a la question de savoir qui sont ces éditorialistes, et là on touche à la question du pluralisme. Et en fait il y a eu pendant des années parmi ces éditorialistes qui étaient invités sur les plateaux de télévision, une forme de consensus mou qui s'installait et qui était très problématique. On n'en est plus là aujourd'hui, mais aujourd'hui on en est dans le clivage facile, c'est-à-dire justement l'immédiateté du rapport de force et des oppositions idéologiques qui ne permet pas toujours d'aller jusqu'au bout des sujets et dans la subtilité. Allez, on passe au sommaire de Marianne qui sort demain. Natacha, la rédactrice en chef que vous êtes, qu'est-ce qu'elle a choisi, qu'est-ce qu'elle a privilégié pour les lecteurs qui vont le découvrir demain? Et alors, la une de Marianne pose cette question: la France est-elle raciste? Parce que c'est une question majeure. C'est-à-dire que nous avons pensé que les manifestations qui aujourd'hui se déroulent en France sont un événement majeur parce qu'elles dépassent pour la première fois le carré de ceux qui s'intéressent aux violences policières et à certaines affaires précises. Et il y a un mouvement qui est un mouvement qui réclame plus de justice. Et nous avons voulu aller explorer, c'est-à-dire qu'il y a une
dimension évidemment d'enquête sur les violences policières, comment elles se jouent, comment on peut former la police. Il y a une dimension qui est une dimension politique. Nous sommes allés interroger Assa Traoré, d'autres personnes de ce courant-là pour savoir quel est leur programme, en fait, leur programme politique, quelle vision de la société ils ont et ce qu'ils proposent, puisqu'ils critiquent le système qui serait le nôtre et qui, selon eux, serait un système raciste intrinsèquement. Et puis, nous nous interrogeons sur cette question du racisme systémique, qu'est-ce que ça signifie? Et enfin, notre thèse, nous, à Marianne, c'est que quand on analyse les faits, quand on va interroger des professeurs, quand on va interroger des économistes, c'est tout simplement qu'il y a une question sociale et qu'en fait, cette crise, elle est due aussi à l'absence totale de débouchés depuis des années, au blocage de l'ascenseur social, notamment pour les plus défavorisés, donc pour des jeunes issus de quartiers où on concentre la misère. Et c'est tout ça qui se joue, donc on essaye d'analyser ça. Ça, c'est notre dossier de couverture. D'accord. Puis après, on a un dossier formidable sur les routiers. C'est à partir d'un livre d'un journaliste de La Croix, très bon journal, La Croix. Eh bien, c'est sur tout ce que sont les routiers. On les avait complètement oubliés, ce sont des invisibles. On s'est rendu compte avec cette crise qu'ils sont évidemment essentiels pour la société. Or, ils sont totalement concurrencés, exploités. Ils seront les premiers remplacés par les conducteurs autonomes. Bref, il y a plein de choses à raconter sur eux. C'est vraiment passionnant. Thomas. Non, vous m'avez pas laissé le temps, mais je voulais revenir sur le sujet que vous évoquiez avant. Mais vous êtes allé très vite. Non, mais simplement, le fait de poser la question, la France est-elle raciste, quelque part, revient presque à affirmer que oui, c'est presque comme ça qu'on l'entend dans vos propos, non ? Ah non, justement, parce que toute la nuance est là. Vous voyez, on titre « La France est-elle raciste ?» et juste à côté, on écrit « Oui, il y a eu des bavures, oui, l'ascenseur social est bloqué, mais les nouveaux racistes se plantent. Les nouveaux antiracistes, vous voyez le lapsus qui révèle justement que nous avons aujourd'hui des courants petite qui sont coupure. en fait racialistes et identitaires, et que ça, c'est très dangereux. L'un de nos spectateurs... Alors, est-ce que vous m'entendez ? On vous entend, Natacha. L'un de nos spectateurs nous demande comment ça se passe pour la presse magazine et pour Marianne en particulier, eu égard à toutes les difficultés que rencontrent les médias, bien sûr, avec notamment la baisse des recettes publicitaires. Alors, l'avantage, c'est que Marianne n'a jamais dépendu des recettes publicitaires. Oui, non mais voilà, c'est ça. Non mais ça c'était pour le focus macro, mais particulièrement pour Marianne, donc vous sortez plutôt correctement. Pour Marianne, la baisse de la publicité ne nous touche pas puisqu'on en a très très peu. Oui. Il se trouve que nous avons très bien vendu le journal pendant toute cette période parce que le discours que nous tenions, les enquêtes que nous faisions trouvaient un écho dans le public, et donc nous avons largement augmenté nos ventes alors que beaucoup de kiosques étaient fermés. Là, depuis 2-3 semaines, nous souffrons d'un élément que le public ne sait pas forcément, mais qui est la crise de la distribution de la presse, c'est-à-dire la faillite du principal distributeur de presse, Prestalis, qui du coup occasionne des grèves, et donc c'est ce qui explique qu'on ne trouve pas Marianne dans certains kiosques, à Marseille, à Lyon. Et je pense que c'est tragique pour la presse parce que certains journaux vont mourir, certains kiosquiers vont mourir dans ce mouvement-là. Nous allons nous en sortir, ça va. Nous ne toucherons pas les recettes de tous les exemplaires que nous avons vendus pendant le confinement, mais nous nous en sortirons. Mais il y a des petits journaux qui, eux, vont disparaître à cause de ça. Je trouve que c'est dramatique. Dernière question de Frédéric. Oui, alors on est en journal de PQR, de presse quotidienne régionale. Je voulais savoir dans quelle mesure la PQR pouvait inspirer un journal comme Marianne. Est-ce que vous forcez à lire plusieurs titres de PQR pour trouver des informations, pour essayer de sentir le quotidien de la France ? Mais bien sûr, et surtout un journal comme Marianne, qui est le journal de presse magazine qui a le plus grand nombre de lecteurs en province. C'est-à-dire que nous, la proportion de lecteurs entre l'Île-de-France et la province penche beaucoup plus que les autres en faveur de la province. Donc nous nous informons aussi grâce au travail de la PQR. Ça nous permet aussi de nous rappeler que le journalisme, ce ne sont pas seulement des coteries parisiennes et des informations sur le petit milieu politique, mais que ça concerne la vie des gens. Je pense que Marianne est le journal qui, vraiment depuis des années, traite la question de la désertification des territoires, de la disparition des services publics. C'est peut-être justement parce que nous faisons attention à ça.
Allez, je fais une exception. Question courte, réponse courte. Merci Natacha. Vous parliez des coteries parisiennes. Je voulais simplement savoir si vous aviez des infos sur ce qu'allait annoncer Emmanuel Macron dimanche soir. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, c'est une bonne question. Voilà, réponse courte. Ah oui, très courte. Je pense que lui-même hésite encore. Très bien. Merci beaucoup Natacha d'avoir passé ce moment en direct Merci. dans Lignes Ouvertes. Merci. On vous retrouvera peut-être fin de semaine prochaine, qui sait. Mais oui, avec plaisir. Voilà, et bonne sortie pour Marianne demain. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. On va retrouver notre ami journaliste Anthony Quindroy qui est en direct en extérieur, mais juste avant, il y avait une question pour Aline, mais Frédéric veut la parole et il l'obtient. Je me permets, oui, d'intervenir. On vient de parler des violences policières. Est-ce que par hasard, on pourrait vous mandater pour constater, lors d'une manifestation, par exemple, pour regarder les échauffourées et voir si les policiers sont bien comportés, ou alors en sens inverse, si les manifestants se sont bien comportés? Complètement, ce cas pourrait s'envisager. D'ailleurs, l'huissier est fréquemment appelé dans les manifestations sociales. En cas de grève, il est fréquent qu'on fasse appel à nous pour justement, alors bien souvent là encore à la demande du chef d'entreprise, pour voir si les grévistes ne franchissent pas les limites de leur droit de grève. Donc oui, ça pourrait tout à fait s'envisager, avec une difficulté quand même, c'est que le droit à l'image s'imposerait forcément dans nos constatations, mais ça peut s'envisager. D'accord. On remarque que finalement vous intervenez dans plein d'univers différents. Est-ce que malgré tout, vous avez selon les professionnels, vous avez des spécialités Alors, au niveau du constat d'huissier, c'est la grande valeur ajoutée de la profession, et j'affectionne particulièrement cette matière parce que justement, elle est extrêmement variée. Être spécialisé dans certains domaines... naturellement, on fait beaucoup de constats avant travaux ou après travaux. Donc, dans le BTP, effectivement, on en fait fréquemment. Donc, au point de dire spécialisé, non, mais une orientation majeure se tourne vers le BTP. Ouais. Il y a aussi les jeux à la télé. On entend souvent tirer au sort par l'huissier, un tel, etc. Est-ce que vous avez déjà fait ça, et comment ça se passe? C'est quoi en fait les coulisses de ce genre de jeu? Qu'est-ce que vous vérifiez? Alors, bon, moi je n'ai pas le marché de TF1 pour les jeux télévisés. Je vais les faire à plus petite échelle, notamment les petits jeux concours organisés par des associations ou même par la mairie de Rouen. Chaque année, effectivement, j'entoure un jeu de la mairie. Mais les coulisses, non, du coup, je ne peux pas vous dire, mais à petite échelle, j'en fais également. Oui. Alors, il y a des questions qui se posent, que vous nous avez posées, je les ai notées, je les garde, mais juste pour le moment, et tout de suite, nous retrouvons notre ami Anthony Quindroy qui est en direct. Bonjour Anthony, on s'entend, on se voit, tout va bien? Bonjour Anthony. Je vous entends en tout cas. Très bien, parfait. Je suis avec vous actuellement à la librairie L'Ozolier. Je suis avec Laurent Laillé. Laurent Laillé est libraire à Caen, mais il est aussi président de librairie en Normandie. Nous sommes venus parler ici avec le président de la région Normandie, Hervé Morin, d'un plan de relance pour les lieux de culture. Alors, en quelques mots, tout simplement, ce plan, Laurent, il était attendu par les acteurs du milieu culturel que vous êtes. Oui, bien sûr, il était attendu. On en avait discuté avec notamment Catherine Morin de Sailly, qui était présente également. Il y avait plusieurs problématiques à voir. La région très tôt a annoncé qu'ils agiraient sur deux volets. Un plan d'urgence d'une part et puis un plan de relance dans un deuxième temps. Ce double volet, on en a la confirmation aujourd'hui, c'est ce qu'on a entendu. Dans un premier temps, parmi les choses qu'on avait demandé, c'était la prise en charge des charges fixes, c'est-à-dire des charges qui ont incombé à nos activités, à nos librairies pendant le temps du confinement, alors que nous n'avions précisément aucune activité pour les financer. Alors ça, vous avez obtenu cette aide, elle s'élève à combien? Alors, on avait demandé précisément, on avait calculé précisément les choses, on avait calculé que ça s'élevait à 16% du chiffre d'affaires hors taxe en moyenne d'une librairie indépendante. L'annonce qui a été faite est de 2 000 €, jusqu'à 2 000 € par mois de confinement, va couvrir l'intégralité de ces charges-là pour les petites librairies du territoire. Donc c'est déjà quelque chose d'excellent. Pour les librairies plus importantes, restera à ce qu'on avait toujours souhaité aussi, c'était combiner les efforts. Donc restera à conjuguer ces versements-là avec les annonces qui ont été faites avant-hier au niveau national, où là, on parle de 25 millions € débloqués pour l'aide aux charges fixes des librairies indépendantes en France. Est-ce que ça va être suffisant, ces dispositifs qui sont mis en place par la région?
ces dispositifs vont être suffisants s'ils sont combinés, je vous le dis, avec le national, pour aboutir à ce qu'on souhaitait au départ, c'est-à-dire la prise en charge à hauteur de 16%. Mais là, On a Anthony, je me permets d'intervenir. On a une question là sur le plateau. Thomas Dubois souhaiterait intervenir. Oui, non, je disais concrètement, on a vu pendant le confinement des libraires s'organiser, opter pour le click and collect, etc. Évidemment, on imagine que ça n'a pas suffi à résorber la crise, mais comment vous voyez cette adaptation qui s'est faite comme ça, avec un peu de débrouille finalement? Le click and collect, comme vous dites si joliment, que moi je préfère appeler le retrait de commande, était quelque chose qui était ambigu dans la deuxième version de l'arrêté du 14 mars. Puisque cet arrêté précisait bien que les librairies, c'est-à-dire les magasins de type M, étaient autorisés à le faire, alors que les clients n'étaient pas, eux, autorisés à venir chercher des livres. Et certains, d'ailleurs, se sont fait verbaliser. Donc on a, au niveau, là, cette fois-ci national, au niveau du syndicat de la librairie française, demandé au ministère de la Culture de lever cette ambiguïté, ce qui a été fait dans un premier temps par Bruno Le Maire le 14 avril, puis par Franck Riester et Castaner le 16 avril, ce qui fait qu'à partir du 17 avril, on a pu effectivement organiser ces... comment vous dites si joliment, click and collect. Livraison de commande. Click and collect. Très bien. On a. Vous vous rappelez que les Anglais, pour nous Normands, c'est jamais qu'une ancienne colonie. Alors c'est pas non plus, on peut leur laisser leur langue. À partir de ce moment-là, ça ne suffisait absolument pas à financer ce qu'il y avait à financer, puisque les grosses échéances fournisseurs qu'on a réussi à reporter fort heureusement, et qui sont maintenant devant nous et qui vont être à payer là, à partir de fin juin, ces grosses échéances-là, on ne pouvait absolument pas les financer avec l'activité du retrait de commande. Du retrait de commande. Ça nous a permis, cela dit, de renouer, de refabriquer du lien et aussi de découvrir des nouveaux clients qui ont abandonné d'autres pratiques d'achat en ligne, pour ne pas les nommer, ou d'achat vers des grosses chaînes. Et on a découvert une nouvelle clientèle qui reste, vivante et qui devient de plus en plus fidèle à nos librairies aujourd'hui après une question de Frédéric Bourguignon. Justement sur ce sujet, est-ce que cette crise n'a pas fini de convaincre quelques réfractaires au numérique par idéologie de la nécessité d'être présent sur Internet, ne serait-ce que d'avoir un site Internet ou une page Facebook pour recevoir des commandes? Ou est-ce que vraiment... J'ai pas compris le début de votre question. Est-ce que cette crise... En gros, est-ce que les personnes les commerces qui n'avaient pas de site Internet jusque-là ont pu être convaincus par la période de confinement de passer au numérique, c'est-à-dire d'avoir aujourd'hui un site Internet? Est-ce que c'est indispensable finalement? Alors c'est tout à fait possible. Je ne suis pas forcément à la place de tous mes collègues, mais ce qui est certain, c'est que le fait que nous, dans notre librairie, on disposait d'un site Internet sur lequel vous pouvez savoir ce qu'on a en rayon et ce qu'on n'a pas en rayon, a évidemment fortement facilité cette activité de retrait de commande, puisque pour qu'il y ait retrait de commande, il faut qu'il y ait commande, et la commande était possible sur notre site qui permet de repérer ce qu'il y a en stock. Donc est-ce que ces sites-là vont se diffuser un peu partout? C'est bien possible, surtout que ça fait partie de ce qui a été annoncé avant-hier par le gouvernement, puisque parmi les aides proposées figurent 12 millions d'euros pour l'investissement, notamment dans le déploiement numérique des librairies. Et ce sera d'ailleurs accompagné très vraisemblablement par une évolution juridique pour, alléger fortement les frais postaux, les frais d'envoi postaux de livres et re-rendre les librairies indépendantes concurrentielles face aux géants américains. Très bien. Voilà, qu'on ne citera pas ici. Merci beaucoup messieurs. Merci beaucoup messieurs et merci Anthony pour la connexion et la liaison avec Évreux. On se retrouve bien évidemment plus tard. Nous allons maintenant partir du côté de Caudebec-en-Caux, et même d'ailleurs à Caudebec-en-Caux, dans la société Revima. C'est une très belle entreprise qui appartient à la filière aéronautique et spatiale de Normandie, Normandie Aéroespace, et qui révise les trains d'atterrissage d'avions de ligne. Son directeur général, Olivier Legrand, va nous dire les difficultés qu'il rencontre. Mais juste avant, nous avons une question de quelqu'un qui nous suivait et qui a souhaité intervenir. Et nous sommes avec vous, madame, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, écoutez, je vous laisse vous présenter, qui êtes-vous? Oui, bonjour, Annie Coupé, je suis avocat au barreau de Rouen, et j'avais une question pour maître Aline Hussenet. Oui, bonjour. Bonjour, alors comme vous le savez, un décret est paru en mai dernier au sujet de l'ordonnance de protection pour venir préciser un peu les délais. Donc pour les téléspectateurs et les auditeurs, je rappelle que l'ordonnance de protection, c'est un dispositif qui est destiné à protéger les victimes de violences conjugales et leurs enfants en urgence.
Et les délais qui viennent de sortir, si je peux m'exprimer ainsi, sont extrêmement brefs. On a 24 heures pour informer le conjoint violent de la date d'audience par l'huissier. Tout à fait. À partir du moment où cette date vous est communiquée, évidemment. Le couperet, la sanction est immédiate en cas de non-respect, c'est-à-dire qu'il y a une caducité, un retour à la caisse départ si ce délai n'est pas respecté. Je voulais savoir si aujourd'hui, Maître Hussenet pouvait nous préciser si des dispositions sont prises par les chambres départementales des notaires pour respecter ce délai, notamment avec des permanences, etc. Parce qu'aujourd'hui, les praticiens sont très inquiets. Alors, réponse d'Aline Hussenet. Oui. Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, au niveau départemental, il n'y a pas eu de dispositif mis en place particulier, notamment une permanence, qui pour moi pourrait être effectivement quelque chose à envisager. L'usage actuel, pour le moment, c'est qu'effectivement, l'avocat se tourne directement vers l'huissier, l'en informe, lui demande si c'est possible, et l'huissier se rend bien évidemment disponible d'urgence pour procéder à la signification de l'acte dans les 24 heures. Mais à ma connaissance, à ce jour, il n'y a pas encore de permanence réellement mise en place. Il faut s'adresser directement à l'huissier que vous souhaitez mandater. Alors, excusez-moi, je vais être obligé de limiter l'échange, c'est très intéressant. La seule chose, c'est que nous avons encore beaucoup de sujets et nous sommes très en retard. Est-ce que je peux vous laisser, madame, en ligne, peut-être conclure à votre façon ? Oui, très bien. Moi, je vais rester attentive aux dispositifs qui vont être mis en place et je recontacterai Maître Hussenet si nécessaire. Voilà, merci. En tout cas, on était ravis de vous avoir en ligne. Merci beaucoup et merci de suivre l'émission. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Donc, on va partir à Caudebec-en-Caux, je vous l'avais dit. Est-ce qu'on peut faire question courte, réponse courte, juste avant d'aller à Caudebec ? On nous posait la question de savoir, très simple, pratique, combien coûte un constat d'huissier ? Alors, un constat d'huissier, il faut compter environ... Alors, après, tout va dépendre également du temps passé sur place. C'est toujours la question. Mais en moyenne, 250 € hors taxe. D'accord, c'est précis, voilà. C'est clair. C'est pareil, si vous pouvez faire une réponse courte, est-ce que c'est facile pour vous d'intervenir sur Internet, par exemple, avec des captures d'écran ou avec qui pourraient avoir force de preuve ? Complètement, oui. Les constats Internet sont juridiquement reconnus et très, très, très appréciés dans de nombreuses procédures, parce que forcément indispensable. C'est un constat assez lourd, parce qu'il nécessite beaucoup de prérequis en termes informatiques. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est tout à fait possible. Oui, constat Internet. Non, juste par exemple, un mail, ça peut valoir comme preuve, comme un courrier recommandé. C'est aussi simple que ça ou c'est plus technique ? Non, un mail va être, on va dire, un commencement de preuve par écrit. Il n'a pas la valeur d'un recommandé et encore moins la valeur d'un constat d'huissier. Aline Hussenet, on avait une avocate qui est intervenue en direct puisqu'elle nous suit. Les relations sont bonnes entre les huissiers et les avocats ? Oui, elles sont bonnes et je m'en réjouis. Et elles sont surtout indispensables et nos activités sont étroitement liées au quotidien. Dernière question, et puis on part à Caudebec-en-Caux. Alors ça mériterait certainement beaucoup de développement, mais dans le sujet du harcèlement moral en entreprise, l'huissier a-t-il un rôle à jouer ? Et un rôle facile ou difficile ? Alors, il peut avoir un rôle à jouer. Là encore, dans le cadre du constat, toujours, apporter la preuve, l'huissier qui va apporter une preuve. C'est peut-être pas si simple que ça. Mais c'est pas simple, voilà. C'est très compliqué. Très bien. Alors, on est à Caudebec-en-Caux avec Olivier Legrand. Bonjour, monsieur Legrand. Bonjour Sylvain. Merci de nous accueillir. Olivier Legrand, il est le directeur général de Revima. Revima, donc juste sous le pont de Bretonne. On révise et on maintient, on entretient des trains d'atterrissage d'avions de ligne. Vous avez aussi un département APU, ce sont les petits auxiliaires de puissance qui fournissent l'électricité aux avions lorsque les réacteurs sont éteints. Comment ça se passe ? Vous aviez l'habitude d'une filière aéronautique dont la croissance ne se démentait pas d'année en année, 5 à 6% par an, ça fait doublement dans les 20 ans. Et là, évidemment, les choses sont tout à fait différentes, Olivier Legrand, j'imagine. Oui, absolument, oui. Écoutez, la situation de Revima est à l'image un peu moins dégradée que celle celle du secteur aérien, mais évidemment, on est en prise directe avec celui-ci. Pour nous, un impact assez significatif sur les APU, donc les groupes auxiliaires de puissance, qui sont des machines qui dépendent directement, on va dire, du fonctionnement des avions. Les avions étant essentiellement tous au sol,
Évidemment, le besoin en maintenance est immédiatement impacté. Donc là, c'est une chute assez importante. Sur les atterrisseurs, donc les trains d'atterrissage, c'est un petit peu différent puisque c'est une maintenance dite calendaire. Et donc, les compagnies aériennes ont dans leur grande majorité, on va dire, maintenu leur programme de maintenance. Donc, on a un impact moindre, on va dire, sur les atterrisseurs. Mais enfin, sur 2020, on s'attend à une chute de chiffre d'affaires d'environ 40% par rapport à 2019. Concrètement, comment ça s'est traduit en termes d'activité sur le site chômage partiel aussi, comme dans beaucoup d'entreprises. Comment ça s'est passé pour vous ? Oui, écoutez, on a activé effectivement tous les leviers mis à disposition par le gouvernement, chômage partiel. On avait aussi, on était en phase de croissance assez importante en 2019, donc nous avions beaucoup d'intérimaires et de contrats à durée déterminée. Bon, malheureusement pour ces personnels, nous sommes contraints donc de mettre un terme à ces contrats au fur et à mesure de leurs échéances. On a repoussé évidemment toutes les charges sociales et échéances de prêts possibles, et puis évidemment une réduction de frais généraux assez importante qui a été mise en œuvre. Ouais. Et quelle est votre visibilité aujourd'hui pour une reprise, pour retrouver une activité, on va dire, normale ? Ouais, elle est assez faible. Elle est assez faible, même si les premiers signes, on va dire, de reprise arrivent. Pas directement pour ce qui nous concerne, mais en ce moment, on a à peu près 80 avions par jour qui sortent de stockage et qui sont remis progressivement en service. Donc, évidemment, il y a un temps de latence pour la maintenance, et en particulier sur les APU. Il faudra le temps de remettre en service effectivement ces avions et qu'ils réaccumulent des heures de vol. Donc, pour nous, c'est toujours assez difficile de le prédire. Ce que l'on imagine, c'est de toute façon pas autre chose qu'une reprise progressive, lente, et on ne s'attend pas à revenir au niveau d'activité pré-Covid avant 2023. 2023 ? Oui, absolument. D'accord. Pardonnez mon ignorance peut-être à ce sujet, mais qui sont vos clients, vos principaux clients ? Alors, nos clients sont pour l'essentiel les compagnies aériennes, donc les utilisateurs. Hein. On est à 95% sur un marché aviation civile, donc on fait un petit peu de militaire, mais très très peu. Vous pouvez nous citer quelques noms de compagnies qui, comme ça, concrétiseront les choses à ceux qui nous suivent. Toutes les grandes, donc on a évidemment Air France KLM comme client important, Emirates à Dubaï par exemple, Korean en Corée. On a des clients absolument dans le monde entier, plus de 200 clients qui sont essentiellement donc des compagnies aériennes. Nous avons aussi de temps en temps des donneurs d'ordre tels que Boeing ou des fabricants de moteurs comme Pratt & Whitney qui nous sous-traitent, on va dire, de l'activité de réparation de matériel. Mais on va dire que 90% de notre chiffre d'affaires est effectué avec des compagnies aériennes. Peut-être dernière question, Olivier Legrand. On a vu là ces derniers jours des photos, des vues d'artistes d'avions Airbus qui seraient propulsés à l'hydrogène. On annonce un terme assez proche, de l'ordre de quelques années. Vous y croyez ? Écoutez, on va regarder ça avec attention. Pour ce qui nous concerne, évidemment, c'est pas une échelle de temps qui est la nôtre. Sur la maintenance, on a une activité qui est en décalage évidemment avec l'entrée en service des avions, puisqu'il faut le temps que le matériel s'use. Donc effectivement, on a un peu de mal à se projeter pour l'instant sur ce genre de technologie. On est plus concentré sur le court terme, on va dire. Alors cela dit, finalement pour vous tout va bien, parce que quelle que soit la technologie de propulsion, il y aura toujours des atterrisseurs pour poser les avions sur les pistes. À court terme, on le pense, oui. Voilà. Donc Revima, au pied de Pont-de-Bretonne à Côte-Bec-en-Caux, risque d'avoir quand même du travail. Et puis, bon, malgré la lenteur, vous l'avez dit, une certaine forme de lenteur de la reprise de l'activité. Merci beaucoup, Olivier Legrand, de nous avoir parlé depuis Côte-Bec et puis de nous rappeler aussi que sur le territoire normand, il y a, et pardonnez, hein, ça n'est pas une flatterie que je vous fais, mais de très belles entreprises et vous en êtes la preuve. Merci à vous. Merci. Au revoir. On va maintenant parler du don de sang, et quand on va parler du don de sang, on va aussi accueillir Julien.
Julien de la radio Julien. Horizon, radio qui est partenaire avec aussi Radio Sensation, bien sûr. Et pourquoi je dis qu'il y a un lien entre vous et les dons de sang, c'est que ce matin, dans votre émission, eh bien, vous avez récolté une question à ce sujet. Oui, des questions des auditeurs par rapport au don du sang. En plus, ça tombe bien puisque demain, l'établissement français du sang sera à Barentin, qui est juste à côté de notre studio de diffusion. Donc, ça a intéressé énormément les Barentinois. Eh bien, tout va bien. Nous sommes avec Anne Dérault. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Alors donc, Bonjour. vous êtes responsable de l'EFS, l'établissement français du sang, du don de sang. Alors, Normandie Est, Normandie ? Oui, parce que la Normandie est divisée en 2 bassins. Il y a le bassin Normandie Est qui correspond à la Haute-Normandie et le Ouest à la Basse-Normandie. Je suis responsable de la Haute-Normandie. Alors, les sujets qui se posent, on a eu beaucoup de questions d'ailleurs les dernières semaines là, dans cette émission, de celles et ceux qui nous suivent et qui nous disaient comment faire un don de sang. Ça, c'est un premier sujet. Et puis, l'aspect pratique des choses, si je puis dire. Et puis, le deuxième sujet, c'est l'absence, le besoin criant de don de sang. Alors, pour répondre à la première question, nous avons un site qui s'appelle Mon Rendez-vous Don de sang, puisque du fait du Covid, de la nécessité du respect des gestes de distanciation et des mesures barrières, nous avons mis toutes nos collègues sur rendez-vous. Donc, les donneurs peuvent aller prendre rendez-vous sur ce site-là. Ils vont trouver les collectes qui les intéressent et prendre rendez-vous. Alors, oui. Allez-y, je vous en prie. Et étant donné que nous n'avons pas toujours un taux de remplissage suffisant de nos rendez-vous, nous acceptons également les donneurs spontanés si le flux le permet. Alors, question des auditeurs de Radio Horizon, Julien. Oui, les auditeurs se posaient comme question les tests des dons. Est-ce que ça a lieu actuellement, des tests liés au Covid-19 ? Les tests se font habituellement, mais là, liés au Covid-19, est-ce que les dons sont testés systématiquement ? Absolument pas. Les donneurs sont reçus en entretien pré-don avec un questionnaire. S'il y a eu un Covid et qu'ils sont convalescents, on va les interdire de donner leur sang pendant un laps de temps, mais nous ne faisons aucun test sur le Covid. Mais il faut qu'ils le sachent dans ce cas qu'ils ont été touchés par le Covid. Bien sûr. Mais de toute façon, la période de contre-indication après un Covid est relativement courte d'1 mois. Ouais. Donc on arrive très bien à gérer ce sujet-là au niveau de nos donneurs. Madame Dérault, Sylvain parlait de besoins criants tout à l'heure. On imagine oui que la période ces derniers mois a entraîné une chute des dons. Alors, vous avez raison. La période de ces derniers mois a entraîné une chute des dons essentiellement parce que nous avons une diminution de notre offre de collecte que actuellement nous allions dans les communes, dans les entreprises et dans les établissements d'enseignement. Depuis les événements récents, il ne nous reste entre guillemets plus que les communes pour aller sur les collectes mobiles. Et du coup, on a ce qu'on appelle, nous, notre offre de collecte qui a beaucoup diminué. Et parallèlement à ça, les activités hospitalières, et notamment les blocs opératoires, ont repris, bien que je tiens à le souligner que l'essentiel des produits sanguins vont vers des donneurs qui ont des maladies chroniques comme des maladies sanguines comme la drépanocytose, ou ce sont des donneurs qui subissent des chimiothérapies pour cancer. Mais là aujourd'hui ces collectes elles reprennent aujourd'hui, enfin je veux dire tout va petit à petit retrouver son rythme normal. Tout à fait, tout va reprendre, mais ça reprend quand même lentement et actuellement, si vous voulez, à la reprise des entreprises, pour l'instant, nous n'avons pas programmé de collecte dans ces entreprises. Alors pour revenir au sujet préoccupant des stocks, il faut savoir que nous aimons être à 14 jours de stock et même un peu plus au mois de juin parce que au mois de juin, nous abordons après les mois d'été qui traditionnellement sont difficiles. Actuellement, nous sommes en dessous de 12 jours de stock et même à 10 jours et demi, ce qui fait qu'il y a eu un appel national aux dons pour que les se remobilisent, prennent rendez-vous sur le site approprié et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Sur les 2 journées-là qui vont être importantes, le 13 juin, nous avons 2 maisons du don qui sont ouvertes en Seine-Maritime, une à Bois-Guillaume et une au Havre. Et nous avons un événementiel le 14 juin à Dieppe et les donneurs se mobilisent bien. Mais la mobilisation doit se faire dans la durée sur toutes les collectes qui vont suivre. Pour que ce soit bien clair, peut-être rappeler l'adresse du site internet peut-être ?
C'est le site s'appelle Mon Rendez-vous Don de Sang. On l'a mis en commentaire, hein, Thomas. Il est mis en commentaire. Merci beaucoup, Anne-Théro. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et on espère que les volumes vont se reconstituer avec cette période beaucoup plus propice aux sorties et aux échanges. Parmi les 1000 questions qui restent en attente pour notre invité plateau fil rouge du jour, Aline Husnet, qui est huissier de justice. Ça, c'est la question piège. Non, il y en a 1000. Il y en a 1000. Non, moi, ça m'intéressait de savoir, puisqu'on avait fait un plateau, Frédéric, avec Aline, justement, avec aussi une avocate, avec une commissaire-priseur et puis avec une notaire. On avait parlé de la féminisation de ces professions. Est-ce que, pour ce qui concerne très précisément les huissiers de justice, il y a une vraie tendance que vous constatez, ou est-ce que c'est encore... comme ci, comme ça? Ah non, il y a une vraie tendance. Les chiffres se sont réellement bouleversés et même inversés sur les 10 dernières années. En sortie d'examen, on est sur un nombre de femmes beaucoup plus important que les hommes. Alors, je ne suis pas sûr du cursus de formation. Vous êtes en fac de droit, c'est ça, pour devenir huissier ou, Alors, effectivement, il y a donc, un master donc, en droit à obtenir, donc master 1 en 4 ans, ou Master 2 donc en 5 ans. Et à la suite de cette formation universitaire, vous avez donc une formation dispensée par la Chambre nationale des commissaires de justice, parce qu'il faut savoir que les huissiers de justice vont être amenés à fusionner avec les commissaires-priseurs en 2022 pour devenir les commissaires de justice. Et donc, au cours de cette formation dispensée par la Chambre nationale, vous avez 2 ans de stage à réaliser dans une étude d'huissier avec une école en parallèle. Et à la fin, vous avez un beau concours qui vous attend. Et est-ce que, comme en médecine, il peut y avoir des oppositions selon les spécialités ? Est-ce que vous êtes le chirurgien esthétique de la médecine dans votre domaine du droit, par exemple ? Non. Il n'y a pas de spécialisation pour un huissier de justice. On est vraiment transversal. Une demande là qui nous vient de nos spectateurs, c'est macho dans votre domaine ? Alors, on va dire, peut-être les plus... oui, il y a un petit côté macho chez les plus anciens confrères. Sans doute que la durée que vous avez mis, le temps que vous avez mis à répondre, nous renseigne sur la réponse à la question. Et est-ce que c'est un milieu très concurrentiel, en fait ? Est-ce que vous êtes concurrents les uns des autres ? Alors, il faut savoir que nous, les huissiers, on est soumis à un numerus clausus, on n'a pas la libre installation, tout comme les notaires. Mais après, même si on est limité... Oui, forcément, il y a une certaine concurrence, mais qui est quand même limitée par ce numerus clausus. Ce n'est pas comme les avocats où là, à l'inverse. Ouais. Nous avons encore, restez avec nous, on a encore 2 invités pour cette émission de ce jeudi 11 juin 2020. Et là, on va reparler des restaurants, on va reparler des commerçants, mais aussi en rapport avec une initiative solidaire. Et c'est pour ça que nous avons Quentin Dumontier avec nous. Bonjour, monsieur Dumontier. Bonjour. Vous êtes donc fondateur ou cofondateur d'une agence de com qui s'appelle Cabine et vous êtes certainement, comme de nombreuses autres entreprises, posé la question de savoir comment vous pouviez donner un coup de main, comment vous pouviez aider. Et je vous laisse raconter l'histoire avec ces affiches que vous avez eu l'idée de créer. Je vous remercie. Alors, l'idée est venue au moment du déconfinement, lorsqu'on a repris un peu contact avec les restaurateurs et les commerçants que l'on connaissait. Ils avaient une vraie appréhension quant aux conditions de réouverture et à savoir si le public allait répondre présent. Du coup, on a imaginé une campagne de solidarité qui s'appelle Enfin Fini, différents visuels en soutien aux restaurateurs et commerçants qu'on a mis à disposition gratuitement sur notre site internet. Le but, c'était que... Le but, on va le connaître, il va revenir tout de suite. Il y a des petites altérations de son, mais ça revient. Vous nous entendez ? Oui, c'était encore un petit peu figé, mais ça va revenir. Vous m'entendez ? Oui, ça va, vous pouvez continuer. Reprenez au moment où vous avez mis l'affiche à dispo sur votre site internet. Voilà, on a mis les affiches différentes, il y en a 4 à disposition sur notre site internet, donc libre d'accès, à la fois en diffusion sur les réseaux sociaux, pour souhaitant donner et participer à l'initiative, et les affiches également disponibles La liaison n'est pas très bonne. Est-ce que c'est revenu ? Essayez de nous parler, qu'on voit si ça marche. Ouais, allez-y. Est-ce que là, vous m'entendez ? Oui, c'est bon, on vous entend. Alors donc, quel a été l'impact ? Comment ça a été reçu ? Est-ce que vous avez quelques éléments qui permettent d'évaluer le succès de cette initiative ? Alors, elle a été très bien reçue, elle a été énormément partagée sur les réseaux sociaux. On a directement eu des soutiens de la part de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie
Ah, décidément, c'est difficile. Oui. C'est difficile. Écoutez, la ligne est difficile. On aurait aussi aimé voir cette affiche, si vous m'entendez. Si vous pouvez effectivement nous la montrer, nous donner une idée de ce qu'elle représente. Frédéric ? Non, c'est très intéressant. Ah bah voilà, je crois qu'on peut essayer de la voir, ouais, montrez-la. Voilà, Enfin Fini, c'est donc le thème de cette campagne. Enfin Fini, les sardines en boîte même. Hein. Là, je reconnais bien la créativité d'une agence de pub. Bon, quelle est votre activité en temps normal, on va dire ? Voilà, et Enfin Fini, voilà. Avec qui vous travaillez, je veux dire, en temps normal ? Ah oui, les pâtes au beurre. Enfin Fini, les pâtes au beurre. C'est mieux que son beurre. Alors, nous, on accompagne, notre activité principale, c'est d'accompagner les entreprises à communiquer sur leur savoir-faire, sur leur équipe. On fait de l'identité de marque. On développe site internet et supports de communication. On a un panel assez large de façon à les accompagner. Et là, forcément, les commerçants et artisans avec qui on avait des projets étaient en pause. Donc, c'était aussi une façon de pouvoir les soutenir. Permet de les soutenir eux, mais ça fait vivre tout un écosystème derrière. Julien, l'homme de Radio Horizon, non, ça vous paraît clair ? Clair, à part les petites coupures, oui. Sinon, c'est assez clair. Une affiche, oui, je veux bien. J'aime beaucoup l'image. Merci beaucoup, Quentin Dumontier, merci. On souhaitait vous ouvrir cette petite fenêtre, là, pour, encore une fois, ça fait partie de toutes ces entreprises qui se sont dit comment on peut donner un coup de main. Et puis, si peut-être ça peut en même temps vous ramener quelques clients, ça sera pas plus mal pour la reprise. Exactement. Voilà, merci à vous. Merci à vous et bravo pour cette initiative. Pour terminer, chers amis, nous allons partir au cœur d'un beau territoire. C'est le parc régional des Boucles de la Seine. On est là avec Duclair en haut. À l'est, il y a Jumièges. Voilà, c'est un beau territoire. Il y a des maisons, il y a des jardins. Et puis, il y a Dominique Pesquet. Dominique Pesquet et son épouse, ils ont un très beau jardin qu'ils ont décidé de faire visiter. C'est sur le territoire d'Arolone-sur-Seine. Il a même un site internet, d'ailleurs, qui s'appelle En Terre d'Arolone. Et l'idée, c'est effectivement aussi de participer à une opération caritative qui a lieu le 20 et 21 juin et qui s'appelle l'opération Main verte du cœur. Voici nos habitants des Boucles de la Seine qui apparaissent. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Donc j'ai fait le lancement, j'ai donc expliqué pourquoi nous vous recevions. Ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est de savoir pourquoi à un moment donné vous avez eu l'idée ou l'envie de faire visiter votre jardin. C'est en fait faire rentrer les gens chez soi. Ça suppose effectivement une organisation peut-être particulière. Dites-nous. Oui, alors donc nous avions des amis qui étaient conteurs et qui aimaient bien notre jardin. Et il y a 5 ans, ils nous ont proposé de faire une visite avec des contes tout le long du jardin. Ça a vraiment bien marché, on a eu une 40aine de personnes qui ont visité, et nous on a beaucoup aimé. Et on a pris le goût de la visite, parce que la visite permet de faire de nombreuses rencontres, et on aime beaucoup ça. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, votre jardin ? Comment vous pourriez nous le décrire ? Alors, notre jardin, il est d'inspiration anglaise. On a visité beaucoup de jardins en Angleterre, donc on aime beaucoup les jardins anglais, avec beaucoup de nature, avec beaucoup de biodiversité. Donc, on côtoie à la fois des roses anciennes, des arbustes, des vivaces, mais aussi des plantes sauvages. Et donc, dans le jardin, on a 3 grandes zones. On a une grande partie, c'est la partie jardin d'agrément. Ensuite, on a un potager avec plein de plantes qu'on dirait anciens ou pas connues. Et puis, plus on descend dans le jardin et plus on est dans le domaine sauvage. Et tout en bas, on a un verger avec des plantes alors à la fois exotiques et aussi très sauvages. Mais alors, dites-nous, quelle est la superficie de tout ce jardin ? Parce que on se pose tous la question ici, ça a l'air immense. On est... Non, c'est pas immense. On a 4000 mètres carrés. Ah oui. Mais comme on a dans plein de petits chemins, on a l'impression qu'il est beaucoup plus grand. Ben oui, c'est ce concept du jardin à l'anglaise avec effectivement la nature qu'on laisse prospérer qui donne peut-être l'impression, d'après les photos, que c'est très grand. Il y a beaucoup de villes qui organisent des concours de jardins ou de balcons fleuris, mais je crois qu'il faut que ce soit visible de la rue. Donc, est-ce que vous pouvez participer à ce genre de concours ou pas ? On pourrait participer parce que dans la rue, on a taillé la haie d'une certaine façon, avec plein de petites fenêtres. Et les gens qui passent dans la rue voient
une certaine partie du jardin. D'accord, c'est intéressant. Il y a un petit côté oriental aussi, c'est pour essayer de faire à la Giverny un petit peu. Il y a quelques éléments, il y a quelques clins d'œil si vous voulez. Il y a le clin d'œil oriental. Il y a aussi des clins d'œil à la mythologie grecque. Et il y a des clins d'œil à la poésie. Dans le jardin, il y a une vingtaine d'ardoises sur lesquelles il y a des poèmes qui sont en relation avec le lieu que l'on visite. C'est combien d'années de travail pour obtenir ce résultat? On habite ici depuis 1986, donc il n'y avait rien, des vieux pommiers à cidre. Et au fur et à mesure, on aménage et chaque année, ça progresse. Ça doit être un budget impressionnant, j'imagine, pour entretenir ce jardin. Donc, comme vous le devinez, c'est une passion. Donc on y consacre une grande partie de nos loisirs. Et puis les choses se sont faites petit à petit. Hein. Et on a eu vraiment, depuis, on pourrait dire, 8 ans, on a vraiment mis beaucoup de plantes. On a acheté des plantes. On a acheté des plantes dans des fêtes aux plantes. On a un pépiniériste à Relon-en-Seine qui est excellent, de très bons conseils et qui nous fournit de très bonnes plantes. Et donc, petit à petit, ça s'est agrandi. Par exemple, les bassins, ils ont 20 ans. Alors, donc, les choses se sont petit à petit. Alors, comment on fait pour venir voir votre jardin? Où ça se situe exactement et comment on peut venir? Alors, notre jardin, c'est à Relon-en-Seine, la commune. Anciennement la Mailleresse. Anciennement la Mailleresse. Oui. Je vois. Voilà. Et notre jardin s'appelle Anterre d'Arelone. Et le plus simple, c'est d'aller sur votre site internet qui détaille un certain nombre d'éléments dont on a besoin pour vous rejoindre. Voilà, exactement. Et deux mots... Oui, madame, allez-y. Il vaut mieux nous contacter, il faut réserver pour venir, parce que actuellement, avec les mesures, avec le coronavirus, on ne peut pas accepter 400 personnes dans le jardin. Donc, c'est 10 personnes maximum à la fois, mais ce n'est pas forcément un groupe de 10. Ça peut être 2-3 personnes, 4-5 personnes, 3 personnes. Et Julien ? La durée d'une visite, d'une promenade dans ce jardin, alors, ça représente à peu près quoi ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. La durée d'une visite et d'une promenade dans votre jardin. La réponse en normand, je peux donner toutes les un certain temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui a aucun intérêt pour le sujet et qui part en courant faire tous les chemins, il va mettre au moins 20 minutes. D'accord. S'il a de l'intérêt et qu'il participe un peu, qu'il écoute un peu des explications qui seront données, on peut passer à 2 heures. Ah oui. Et certains ont fait plus que 2 heures, hein, parce qu'on peut aussi y rester il y a des endroits pour s'asseoir, on peut se détendre, on peut y rester. Et puis nous, on offre souvent une boisson à la fin, un café, thé. Est-ce qu'on peut réserver votre domaine pour un mariage, par exemple? Dans notre site internet, on l'a proposé. Notre fille qui s'est mariée il n'y a pas si longtemps avait profité du jardin, avait fait de splendides photos. Donc sur le site internet, c'est proposé. Maintenant, souvent les photographes trouvent des lieux autour du mariage, donc c'est plus compliqué. Pour la fête, je voulais dire. Non, mais Frédéric, il veut faire la fête, on a bien compris. Un petit mot peut-être sur l'opération Main verte du cœur. C'est 20-21 juin, c'est ça, hein? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, alors, donc nous avons des amis jardiniers qui font partie anciennement le Jardin du Cœur et maintenant la Verte du Cœur, qui connaissent bien notre jardin et qui nous ont demandé de participer à cette opération. Mais bien avant le Covid, on était déjà partie prenante. Hein. Alors évidemment, on est d'autant plus maintenant motivé pour soutenir le personnel médical. Donc le jour, le 20-21, les gens qui viendront au jardin verseront, si possible, plus que la somme qui est minimum de 5 € et qui sera reversée à la Fondation Charles Nicolle. D'accord. Alors, l'année dernière, la Fondation de Charles Nicolle, il faut savoir qu'elle a récolté 32 000 € qui a permis d'acheter un scanner. Et cette année, cette opération donc, est reconduite. Alors, à cause du Covid, ce sera plutôt en octobre, septembre-octobre, que tous les jardins ouvriront, si possible. Une quarantaine de jardins ouvrira. 40 jardins ouvriront. Pour nous, en juin, on va pas être très nombreux parmi les jardins qui ouvrent. Et pour finir, combien vous avez de visiteurs par an ?
Alors l'année dernière, nous avons eu 70 visiteurs. On est un jardin d'amateurs, on est des petits, on n'est pas des institutionnels avec des cartes. Vous avez dit, excusez-moi, vous avez dit 70 ? Ouais. Oui, ça, 70. Oui, donc ça reste modeste en termes de fréquentation. Oui, on n'ouvre pas souvent, on n'ouvre pas. Nous, c'est aussi. C'est de bouche à oreille. On ne veut pas être bloqué par les ouvertures de jardin. Il faut faire partie des privilégiés pour visiter ce beau jardin. Voilà, c'est ça. Il faut que ça reste rare. Ça se mérite. Ce qui est beau et rare. Très bien. Merci beaucoup, Edith et Dominique Pesquet. C'est une belle initiative à laquelle on a souhaité donner un retentissement supplémentaire, puisque je précise qu'il y avait un petit encart déjà dans le journal Paris-Normandie qui avait permis à tous ceux que ça intéresse de prendre conscience de cette possibilité. Oui. On a déjà des réservations. Par le Paris-Normandie, et on remercie beaucoup le Paris-Normandie. Bon, très bien. Merci à vous, et puis bravo pour tout ce temps passé et cette grande passion. Voilà des gens qui ont la main verte, ça, incontestablement. Merci beaucoup. Frédéric, là, vous aviez envie de nous dire quelque chose ? J'ai juste un mot. Pour inviter nos viewers à aller sur notre site internet pour regarder la formidable infographie de Lolita Blasio, qui a répertorié les civils à fort enjeu pour les municipales 2020, le second tour qui va arriver très prochainement. C'est demain, le 28 juin. Donc voilà, on a répertorié civil avec, Lolita Blasio a répertorié tous les enjeux dans chaque ville. Donc il y a Le Havre, Rouen évidemment, mais aussi Cherbourg, Bernay, Dieppe. Et je crois qu'il m'en manque une, mais je vous invite à aller voir cet article. Et puis de toute façon, Thomas nous le rappelait, le sujet effectivement arrive vite, vous le disiez Frédéric, puisque la une de Paris-Normandie aujourd'hui, c'est partie serrée au Havre. 2 mots peut-être, Thomas ? Avec évidemment l'enjeu très crucial pour Édouard Philippe et ce sondage exclusif pour Paris-Normandie qui le donne vainqueur au 2e tour, mais c'est serré et en lisant Paris-Normandie vous apprendrez que c'est pas forcément gagné pour le Premier ministre. Ouais, c'est l'écart qui est intéressant, d'où l'intérêt de lire l'article. Ouais. Merci beaucoup. Tous les articles. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission en direct et on va laisser bien sûr la conclusion à Maître Aline Husnet, huissier de justice qui nous a accompagnés sur le plateau depuis midi. Est-ce que c'est peut-être le moment pour finir d'envoyer un message à tous nos auditeurs et viewers, peut-être en leur suggérant des façons de faire dans la relation aux huissiers ? On peut se poser la question quand on n'a jamais eu affaire à un huissier, se dire comment est-ce qu'on aborde le relationnel ? Je sais pas, que vous avez payez vos factures. Oui, premier conseil. Éviter les dettes. Certains peuvent redouter le premier contact. Non, bien évidemment, non, au contraire. Mais même pour une question juridique ou un problème juridique, il ne faut pas hésiter à anticiper, prendre conseil auprès d'un huissier dans nos matières privilégiées. Je pense principalement au loyer, mais aussi prendre conseil auprès d'un avocat. Anticiper, ça évite vraiment certains dégâts par la suite. Voilà. Vous avez à peu près le même propos que les notaires qui aussi conseillent de venir les voir en amont. Notamment, par exemple, pour les successions en amont que les difficultés se posent, c'est toujours plus facile. Merci de nous avoir accompagnés et puis de nous avoir un peu plus éclairés sur ce métier dont on a bien compris, messieurs, qu'il est très, très, très varié. Et c'est pour ça que vous l'aimez. Et complètement, je l'adore. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, même plateau, même émission, même concept, même heure. On aura énormément de plaisir à vous retrouver. À demain. À demain. À demain tout le monde. À demain. Au revoir.